pénal avec des délits et des crimes. Mais à côté de ça, il faut redonner une espérance en formant les gens. Il faut redonner des services publics de proximité pour que les gens puissent vivre. Il faut faire des propositions de travail. Enfin, du coup, c'est toute une société à reconstruire. Et ça, c'est vraiment l'aboutissement du désengagement de l'État et de l'échec de la politique française ces dernières années. Mais bien sûr, le véganisme est du spécisme libéral. Des personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens. Est-ce qu'on est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes ou est-ce qu'on n'y est pas du tout? Aucun média en France ne ment. Yo, c'est Jules pour Le Crayon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview politique. Nous sommes avec Alexandre Langlois. Alexandre Langlois, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Crayon. Merci de m'avoir invité surtout. Oui, c'est la deuxième fois que vous venez. On vous a déjà reçu dans notre format d'émission Œil pour parler précisément de la police et de l'institution policière, puisque vous êtes policier depuis 2005. Aujourd'hui, on va parler de sujets plus larges, parce que il y a quelques semaines, vous avez annoncé votre candidature à l'élection présidentielle 2022. Et donc nous sommes là pour discuter de sujets plus vastes qu'appelle votre responsabilité si elle vous incombe. Vous êtes policier depuis 2005. Aujourd'hui, la police nationale, vous la critiquez beaucoup en tant qu'institution pour des défaillances sur l'organisation des manifestations, la gestion des manifestations, pour des défaillances en interne, sur l'administration, sur l'IGPN. Vous avez l'occasion d'en parler chez nous. Est-ce que vous avez honte de la police nationale aujourd'hui ? C'est pas de la police que j'ai honte, c'est de la façon dont elle est utilisée et l'image qu'elle renvoie à la population. J'ai honte que les politiques arrivent par exemple à faire que la police n'a que 66% d'opinion favorable. C'est les politiques qui utilisent la police d'une façon pas antidémocratique pour certains moments ou de façon inefficace qui me fait honte, plus que les policiers qui essayent de faire les choses par conviction pour la plus grande majorité. Et quelle politique exactement, quel point particulier vous font honte, c'est l'utilisation de la police comme réponse politique. On a pu voir depuis des années, ça s'est accentué dernièrement, mais ça a commencé avec les manifestations Manif pour tous, Loi Travail, les mouvements écologiques, les Gilets jaunes, et ainsi de suite. À chaque fois, au lieu d'avoir une réponse politique et un débat public sur des sujets de société, qui pouvaient justement avec des pour, des contre, et qu'est-ce qu'on décide tous ensemble, ça a été l'État a dit j'ai décidé ça, je vous envoie la police parce que vous comprenez rien. Et c'est ce côté, en fait, ce n'est pas du tout ça. En fait, la police devrait être utilisée pour justement garantir les libertés publiques et pas les réduire. Donc c'est ça me fait honte, effectivement, et c'est un détournement des missions. La deuxième chose aussi, c'est qu'on a multiplié, mais malheureusement c'est un mal à toute la fonction publique, les missions support, pour que les politiques puissent voir la réalité par rapport à un tableau Excel et des statistiques, pour qu'on leur présente une réalité qui est conforme à ce qu'ils pensent de la réalité. Mais ça n'a rien à voir avec ce que les gens vivent, ce que les agents vivent sur le terrain. Donc ça aussi, c'est un détournement des missions, parce qu'on n'a pas les bons moyens aux bons endroits. Et aussi, un exemple qui a été d'actualité récemment à cause du procès de Viry-Châtillon, c'est que par exemple, on a des policiers qui sont auxiliaires de la machine plutôt que ce soit l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des policiers qui gardent des portes dans Paris qui pourraient être surveillés par des caméras de surveillance. À l'inverse, à Viry-Châtillon, il y avait une caméra qui surveillait le trafic de stupéfiants et c'était les policiers qui gardaient la caméra pour pas qu'elle soit détruite, plutôt qu'on mette directement les policiers à gérer le trafic de stupes. Donc on a ce côté où on inverse toutes les valeurs et on a l'impression quand on utilise une police d'être fort avec le faible et faible avec le fort. C'est-à-dire qu'on a encore pu voir ce week-end un déploiement par exemple à Redon de gendarmes pour mettre fin à une rave party. On a vu des cordon complet de camions de gendarmerie mobile. Par contre, il y a des endroits où la loi de la République n'est plus appliquée, il n'y a personne qui va. Où ça ? Il y a différents quartiers, mais ils ont été nommés même précisément, certains très ciblés, les quartiers de reconquête républicaine. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a dit qu'il y a des quartiers de reconquête républicaine, on va mettre le temps, et il a annoncé dans certains endroits, on pourrait intervenir que dans 2 ans, 3 ans, c'est des plans à plusieurs années, mais le temps qu'il n'y a personne qui intervient, en fait, ça veut dire que l'État a reconnu qu'il y avait des quartiers qui étaient abandonnés par la République. Et c'est avec la police qu'on intervient dans ces quartiers ? Il y a plusieurs choses, c'est que ça a été abandonné, la police a été le dernier maillon à être parti de ces quartiers, mais en fait c'est tout un problème structurel de général, en fait. C'est qu'en fait les problèmes de délinquance sont liés à des problèmes sociaux, parce que les gens ne sont pas accompagnés, à des problèmes d'éducation, parce qu'on envoie les profs les plus jeunes et les moins bien formés dans ces endroits-là, parce que les services publics ont été retirés, et donc finalement on crée des ghettos, et le pouvoir public, plutôt que de réinvestir ces quartiers, remettre de la vie, remettre du dynamisme, reproposer peut-être des alternatives au travail ou des choses comme ça, parce que on raisonne en tuyau d'orgue, et aujourd'hui les quartiers de reconquête républicaine ont été gérés de façon sécuritaire uniquement. On dit on va remettre la police et la gendarmerie pour établir l'ordre.
Mais en fait, ça, c'est un raisonnement, il faut un raisonnement général. On dit oui, il faut faire ça pour mettre fin à certains abus du code pénal avec des délits et des crimes. Mais à côté de ça, il faut redonner une espérance en formant les gens. Il faut redonner des services publics de proximité pour que les gens puissent vivre. Il faut faire des propositions de travail. Enfin, du coup, c'est toute une société à reconstruire. Et ça, c'est vraiment l'aboutissement du désengagement de l'État et de l'échec de la politique française ces dernières années. Alors pour parler toujours de police et de sécurité, il y a la loi sécurité globale qui a été beaucoup débattue il y a ça quelques mois, qui a été promulguée finalement le 25 mai dans une nouvelle version, puisque certains amendements, enfin certains points de certains articles de la loi qui faisaient justement débat ont été censurés par le Conseil constitutionnel par exemple. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on en arrive à être liberticide avec des lois qui sont pourtant faites pour assurer la sécurité ? Mais elles ne sont pas faites pour assurer la sécurité. Ça, c'est le discours de propagande de ceux qui défendent ces lois liberticides. Cette loi a été vendue, par exemple, par M. Darmanin de façon, affligeante et surtout mensongère, en disant c'est pour protéger les policiers. Il a dit que comme ça, s'ils sont filmés dans le cours de leurs interventions, on pourra avoir une présomption de culpabilité, grosso modo, si on les filme en avance, parce qu'on veut leur nuire. Une collègue à Versailles a été suivie, avec les anciennes lois, par quelqu'un qui l'a filmé pour lui nuire jusqu'à son domicile, qui a diffusé les vidéos en ligne, 17 mois de prison ferme. La loi de M. Darmanin, la première, proposait 12 mois maximum. Donc déjà, on fait moins bien avec la nouvelle loi. Donc déjà, appliquons ce qui existe. Et c'est souvent le drame français, c'est que des lois existent, mais elles ne sont pas appliquées. Donc on refait, pour faire croire qu'on agit, on fait une nouvelle loi pénale, parce que finalement, personne n'ira vérifier si elle a été efficace ou pas. Ça coûte zéro une loi pénale, parce qu'on rajoute des articles dans un code et ça surcharge encore la procédure pénale. Et il n'y a pas moyen de contrôler ce qui a été fait. Donc ça, zéro. Deuxième chose, il a dit, vous avez vu quand même, il y a des policiers qui ont été tués chez eux. Alors, notamment à Magnanville, lors d'un attentat. Oui, mais en fait, ça n'a rien à voir, ça non plus. C'était pas du tout parce qu'ils avaient été filmés, c'est parce qu'a priori, la dernière piste qui a été explorée et qui semble la plus probable encore à l'heure actuelle, c'est une fuite de données des ressources humaines de la police, entre un syndicat de police et le ministère de l'Intérieur. Et on n'en veut même pas au syndicat de police, c'est le ministère de l'Intérieur qui donne des clés USB avec des données personnelles qui peuvent être amenées au domicile des fonctionnaires, ce qui est quand même assez dangereux. Et depuis, rien n'a été fait pour sécuriser ces données. Alors qu'une chose très simple pourrait dire, les données sont possibles pour les syndicats pour faire votre travail syndical, vous venez consulter les données dans des zones sécurisées, mais vous ne sortez pas les données. Ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'il a donné ? Il a donné que des exemples en fait, qui n'ont aucun rapport avec la réalité pour faire pleurer dans les chaumières et faire passer quelque chose d'inadmissible. Et comme disait Chamfort, il est beaucoup plus facile de légaliser que de légitimer certaines choses. Et on est dans ce contexte-là. Et deuxième chose, après, ça cachait, c'est l'arbre qui cachait la forêt, ce petit point. C'est que derrière, on oubliait qu'on voulait nous mettre les drones à filmer partout. Justement, l'article 47, effectivement, parle des drones dans cette loi. Est-ce que ça ne permet pas, en repérant les comportements anormaux, de lutter contre le terrorisme ? Ce n'est pas les comportements anormaux qu'il faut repérer, c'est les comportements qui peuvent être délictuels ou criminels. Voilà, ce que la normale, quelle est la normalité ? Voilà. Oui, non, mais est-ce qu'on a des politiques qui déforment tout le langage à chaque fois et qui qualifient avec des nouveaux mots des choses qui sont simplement des choses définies légalement. Le problème, c'est le contrôle derrière. On a pu voir, par exemple, dans l'affaire Benalla, que finalement, cette loi était, si on regarde bien, c'est la légalisation de l'affaire Benalla. C'est de dire qu'est-ce qui va contrôler derrière l'utilisation de ces images, les conservations. Et curieusement, dans la loi, il n'y a que là où il n'y avait pas de sanction si jamais les vidéos étaient conservées plus longtemps, que l'information n'avait pas été bien faite. On a pu voir dans l'affaire Benalla que des vidéos de la préfecture de police ont été utilisées par la République En Marche et diffusées sur des comptes anonymes, pour essayer de rétablir la vérité, pas la vérité, mais en tous les cas de dire, vous savez, pauvre Alexandre Benalla, il y a quand même, c'était des gens méchants à qui il a tapé dessus, quoi. C'est illégal en fait qu'un parti politique se récupère des vidéos publiques de la police. Deuxièmement, il y avait une durée de conservation par le directeur de la DOPC qui avait conservé les vidéos 3 mois, alors que la durée de conservation c'est 1 mois. Il dit ouais, mais je fais des petites copies sur CD au cas où. Aucun problème. Et sur les caméras fixes, même si des fois tout le monde ne le voit pas, il y a quand même marqué toujours à un endroit quelconque, vous êtes filmé, si vous voulez rectifier vos données, vous pouvez appeler la CNIL, voilà. Un drone, c'est marqué où ? Personne ne saura qu'il a été filmé, donc il n'y a même pas la possibilité de rectifier les informations, on ne saura même pas qu'on est filmé. Donc en fait, ce n'est pas la difficulté du drone, c'est la difficulté des garde-fous qu'on met derrière pour éviter des utilisations frauduleuses. On a déjà vu le cas d'utilisation frauduleuse dans l'affaire Benalla, aucune garantie n'a été prise, on propose des choses qui vont encore pouvoir filmer de façon plus intrusive la population. Je veux dire, commençons par mettre les premières garanties. Une fois que ce sera bien encadré, on pourra passer à ça. Parce qu'une fois de plus, ce n'est pas l'objet en soi, mais c'est quel garde-fou. Le pouvoir arrête le pouvoir, sinon les gens vont jusqu'au bout. Et ça, il faut relire Montesquieu. Et alors justement, quand on parle de ces garde-fous, est-ce que vous acceptez, est-ce que vous récusez, est-ce que vous confirmez les termes de violence policière, par exemple, qui ont été utilisés par Emmanuel Macron dans une interview à Brut,
Est-ce que le terme de racisme systémique dans la police, c'est quelque chose qui vous parle aussi Violence policière, c'est un terme qui n'est pas approprié. C'est un terme où Emmanuel Macron a voulu faire du grand public, mais surtout a voulu faire de la propagande et être complaisant avec certaines personnes qui pouvaient l'écouter. Ils sont beaucoup à faire de la propagande, ça fait déjà 2 fois, Darmanin... C'est-à-dire que quand on essaie d'induire les gens en erreur en utilisant des mauvais mots, qu'on oriente les conceptions des gens pour leur mentir, en fait, pour leur travestir la réalité pour qu'ils croient à quelque chose, oui, c'est de la propagande. L'information, c'est dire voilà ce qui se passe. Donc je vais faire par exemple sur les violences policières ce qui serait de l'information. De l'information, c'est exactement ce qui n'est pas fait. L'IGPN, tous les ans, par exemple, donne le nombre de morts par la police, de gens qui sont tués par la police. Dans ce nombre de morts, il y a à la fois Cédric Chouviat, donc cet automobiliste qui a été tué sur un contrôle routier, et à la fois le tueur qui a tué Samuel Paty. Les 2 cas n'ont absolument rien à voir, pourtant ils sont comptabilisés au même niveau. Il faudrait les distinguer. Il faudrait faire distinguer, dire écoutez, il y a un cadre pédagogique où là la police a utilisé la force légitime dans un cadre légal pour protéger la population. Et là, effectivement, il y a un dysfonctionnement. On va faire une enquête pour savoir que ça ne se reproduise pas déjà et trouver les responsables de cette situation. Là, on fait juste un amalgame de tout et n'importe quoi. Et du coup, avec ça, ça permet d'échauffer les esprits de ceux qui n'aiment pas la police, qui se disent, vous avez vu, il y a tout ça de mort. Eh bien oui, c'est qu'on a tout compté. Et puis ceux qui défendent la police, ils disent, ah oui, mais attendez, il y a ça, mais vous avez vu qui? Mais en fait, comme il n'y a pas de distinguo, on est sur un amalgame et les amalgames aboutissent au rejet de l'autre, à la haine et surtout sans réflexion. Et on est dans ça. Donc violence policière, un terme qui ne veut absolument rien dire. Parce qu'il y a des violences qui doivent être nécessaires, parce qu'il y a des personnes malheureusement qui doivent être maîtrisées, et d'autres qui sont parfaitement illégales. Donc en fait, il y a des violences légales et illégales par rapport à un cadre juridique. Ça, ce serait de l'information, ça, ce serait pas de la propagande. La sécurité, c'est un thème dont on entend beaucoup parler en ce moment, par rapport peut-être à l'élection présidentielle de 2017, où on parlait beaucoup d'emploi, on parlait beaucoup d'Europe. Aujourd'hui, la sécurité me semble être l'un des thèmes qui va jouer pour la campagne présidentielle. Pourquoi est-ce que c'est légitime que ça préoccupe autant les Français? Est-ce qu'on en parle trop? Alors déjà, c'est légitime, oui. Parce que déjà, tout simplement, si les Français disent qu'ils veulent parler de ça, c'est légitime qu'on les écoute. Est-ce que c'est pas justement une certaine propagande aussi? Ou en tout cas, est-ce qu'à force de répéter des discours dans les médias, dans des discours, on n'est pas soi-même incité à réfléchir à cette thématique et à se dire oui, c'est vrai, j'aimerais qu'on parle plus de sécurité parce que j'ai entendu dire que c'était un sujet important? Alors, il y a 2 choses. Déjà, la sécurité, c'est réducteur. On devrait parler de sûreté. Si on était réellement cohérent, la sûreté, c'est la prévention des actes même malveillants, des intentions malveillantes, des gens qui veulent nuire à la société. D'ailleurs, c'est ce qui est garanti par la Déclaration des droits de l'homme. Ensuite, c'est un sujet fondamental, la sûreté, parce que c'est ce qui garantit tous les autres droits. C'est-à-dire qu'il y a certains politiques qui disent c'est la première des libertés, c'est complètement ridicule. Ce n'est pas une liberté, la sécurité ou la sûreté. À l'inverse, ça garantit les droits, ça garantit la liberté de circulation, ça garantit la liberté d'expression, ça garantit tous les autres droits qui sont constitutionnels, la propriété, etc. Donc c'est nécessaire parce que c'est la garantie de pouvoir vivre en société et de s'exprimer. Donc oui, c'est nécessaire. Après, il y a une chose aussi, c'est qu'on essaye de faire peur aux gens sur des choses, mais en fait, des fois, les politiques ne parlent pas des réalités de terrain. Une fois de plus, ils ont leur prisme avec des tableurs Excel, des statistiques qui disent « oh, il se passe ça, il se passe ci ». Mais je vais reprendre un exemple avec la falsification des chiffres de la délinquance. On se retrouve avec des minimisations de certains crimes et délits. Par exemple, une tentative de cambriolage est requalifiée en dégradation volontaire. Donc on passe de quelque chose qui est délictuel à contraventionnel. Et avec des statistiques qui baissent tous les ans. En disant oh, c'est génial, voilà. Mais à côté de ça, c'était marrant, c'était à Marseille. 2 jours après l'annonce que les statistiques avaient encore baissé de la délinquance, le gouvernement était trop fort, on réglait ses comptes à la Kalachnikov dans la cité. Donc là, c'est pas forcément lié parce que la délinquance peut baisser et puis il peut y avoir quand même un acte... Oui, mais en fait, les choses peuvent être liées. Et après, quelques jours après, la police était prise à partie. Les gens sont aussi victimes d'incivilité de plus en plus dans la rue. Et c'est quoi, c'est un sentiment ou c'est des statistiques, ça? Le sentiment des incivilités, c'est vécu. Après, les gens ne vont même plus porter plainte parce qu'ils savent que ça ne sert à rien. Ils disent, voilà, c'est pour l'assurance s'il y a besoin. Après, c'est pas qu'un sentiment, parce que c'est même, je veux dire, il y a eu la loi, par exemple, sur le harcèlement de rue de Marlène Schiappa, qui n'est pas la solution qu'il fallait faire, parce que les lois existaient, donc on a fait juste de la com politique plutôt que de régler le problème. Et c'est malheureusement ça, on est sur de l'apparence plutôt que d'aller au fond des choses. Donc il y a des problèmes qui sont... les politiques mettent le doigt dessus, mais la réponse qu'ils apportent est à côté de la plaque. Parce qu'on ne veut pas mettre les moyens, parce qu'on ne veut pas aller voir la réalité de terrain et comment concrètement on peut faire. Et on met en place des grands discours grandiloquents et puis une nouvelle loi pénale qui n'engage à rien. L'autre chose également, c'est pour lutter contre ce sentiment
d'insécurité, parce que des fois il y a le sentiment d'insécurité qui n'est pas forcément une insécurité vécue, mais il y avait des policiers qui avaient mis ça en place dans les années 2010, mais malheureusement à cause de la pression statistique et de la réduction des effectifs, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur démarche. Ils disaient, voilà, s'il y a un souci, ils connaissaient les gens de leur quartier, ils allaient voir les associations, ils allaient voir les commerçants, ils allaient voir la mairie, enfin tous les acteurs de la vie locale, ils leur disaient, voilà, s'il y a quelque chose, vous nous appelez directement sur notre portable. S'il y a quelque chose, on intervient, et s'il n'y a rien, on vous rassure. Dans 90% des cas, ils rassuraient les gens. Et là, il y avait réellement un sentiment de sécurité publique. Parce que les gens disaient, ils sont venus voir, oui, bon, bah voilà, c'était ça, on s'est fait une montagne de quelque chose qui n'existait pas. Et quand il y avait vraiment un problème, ils intervenaient, interpellation. Mais c'était pas bon dans les statistiques parce que ça demandait des enquêtes, c'était pas des affaires résolues, etc. Donc c'est malheureusement, les indicateurs pour analyser la situation ne sont pas les bons. Donc avec ça, comme on n'a pas les bons, il y a un décalage entre les décisions politiques et la réalité de terrain. Il faudrait qu'on arrive à recoller les deux. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la classe politique n'est pas prête à faire ça, préférant vivre dans son monde, qui est quand même plus confortable et rationnel avec que des tableaux statistiques manipulables. Est-ce que c'est les thèmes d'extrême droite qui commandent également quand on parle tellement de sécurité et d'insécurité, d'ensauvagement, de violence C'est pas un thème, on a voulu coller ça à l'extrême droite. Après, le thème d'ensauvagement, c'était chevènement, qui n'était pas spécialement axé sauvageon. Mais c'est juste, soit on veut dire, dans la tête de certains politiques, le rejet absolu, c'est l'extrême droite. Donc tous les thèmes qu'ils veulent pas régler, c'est extrême droite. Comme ça leur évite d'apporter une réponse. Non, c'est aussi que, classiquement, l'ordre, l'autorité, ce sont des thèmes qui sont plutôt à droite. Et le fait de voir beaucoup de violence, et notamment d'associer cette violence à certains quartiers, etc. Alors c'est différent, il y a deux choses. Il y a l'ultra-violence, etc. Ça dépend de l'analyse qu'on peut faire de ce thème, avec les explications logiques. Donc il y a certaines explications qui sont liées à l'extrême droite, mais ce n'est pas le thème de l'extrême droite, c'est les explications que l'extrême droite en tire, qui ne sont pas forcément les mêmes. Je vais donner une anecdote. C'était Jean-Pierre Chevènement, justement, qui avait réuni, quand il était ministre de l'Intérieur, des gens des associations Attaque, des gens de la Ligue des droits de l'homme, ou des associations plutôt classées à gauche. Il leur avait dit, écoutez, je vais vous poser une question, vous êtes pour des nouvelles lois plus progressistes ou des lois qui sont plus humanistes ou c'est pour ça que vous militez? La réponse dans la salle, bien évidemment, on veut changer le monde dans le bon sens. Enfin, dans tous les cas, dans le sens qu'ils estiment nécessaire. Il a dit, une fois que imaginons que les lois passent, qui c'est qui va les faire appliquer? Voilà, là il y a eu un grand silence. Il a répondu, la police. La police, en fait, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche. Normalement, elle est là pour faire respecter les règles que la société s'est données, quelles qu'elles soient. Et du coup, c'est des fois l'analyse politique qu'on dit l'insécurité est à cause de ça, l'insécurité est à cause de ça, ou il manque ça, ou il manque ci. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour qu'il n'y ait pas d'insécurité. On limite les causes, c'est intéressant, l'analyse, c'est intéressant, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que tout le monde puisse vivre tranquillement? Et alors, vous, lorsque vous êtes présenté, vous avez annoncé votre candidature à l'élection présidentielle, vous déclariez, en tout cas, vous prôniez un chemin qui soit ni de gauche ni de droite. C'est souvent un poncif un petit peu soit du libéralisme, soit du bonapartisme, en gros, d'essayer de s'extraire d'une dualité, d'un duel entre gauche et droite. Est-ce que vous vous reconnaissez dans un courant particulier? Alors, c'est une fois de plus, c'est quand on a les grilles de lecture évoluent. C'est pour le clivage gauche-droite était peut-être pertinent au XXe siècle ou jusqu'au début du XXIe siècle. Mais je prends un exemple pour que ça parle, comme vous parliez de bonapartisme. Imaginons qu'on avait analysé le classement politique, par exemple, de Chirac ou Mitterrand avec la grille de lecture du XIXe siècle. On leur aurait posé la question, vous êtes plutôt bonapartiste, orléaniste, légitimiste ou républicain? On voit bien que ça n'a aucun sens. La grille de lecture n'est plus bonne et n'est plus actualisée. Aujourd'hui, gauche-droite n'a plus vraiment de sens, en fait. C'est juste encore des classes qui veulent nous diviser. Il y a quelque chose, un sentiment de plus transversal. Est-ce que les gens sont pour un libéralisme à outrance ou est-ce qu'ils sont plus pour une régulation avec des racines? Est-ce qu'ils sont pour un souverainisme ou une mondialisation libérée? Est-ce qu'ils sont pour la marchandisation du corps humain ou ils sont pour défendre, mettre certaines limites? Et ces clivages-là, ce n'est pas des clivages gauche-droite, en fait. C'est des clivages qui dépassent la gauche et la droite parce qu'il y a des gens de gauche qui pourront être à la fois intéressés par certains sujets, des gens de droite également. Donc ce clivage, en fait, est un peu dépassé aujourd'hui. Et vous, alors, du coup? Du coup, je veux dire qu'on n'arrive pas à se caser là-dedans, en fait, parce que la grille de lecture qu'on a de la société et du monde dans lequel on vit n'est plus adaptée à cette grille de lecture. Donc maintenant, il faut réinventer des grilles de lecture. Et là, j'allais dire, c'est aux politologues et aux journalistes d'essayer de trouver peut-être les bonnes grilles de lecture. Nous, comment on le vit, c'est qu'on se dit, maintenant, il y a des sujets transversaux. Emmanuel Macron a fait sa campagne sur ni gauche ni droite en trahissant à la fois les gens de droite et les gens de gauche. Et en rassemblant tous les opportunistes. Maintenant, il serait temps de rassembler tous les gens justement qui ont été trahis et qui disent maintenant on voudrait vraiment
travailler sur l'essentiel. C'est ce qu'on a pu voir par exemple au mouvement des Gilets jaunes. 80% de la population au début était d'accord avec les revendications sur les premiers mois de novembre, en disant bah voilà, on soutient ce mouvement parce qu'on a des problèmes de comment on rassemble les fins de mois, comment on recrée de l'unité, comment on recrée de la fraternité. Et ça, c'est pas des valeurs de gauche et de droite. Elles sont transversales. Et donc en fait, pour répondre à la question plus concrètement, les gens mettront où ils veulent. Ils nous mettront où ils veulent en fait. C'est pas nous qui allons nous définir. Chacun nous mettra où ils veulent. Par contre, on a des valeurs cardinales. Liberté et responsabilité. Exactement. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? C'est-à-dire D'où elles viennent? Pourquoi ce choix de liberté et de responsabilité? C'est exactement ce qu'a manqué aux Français depuis quelques années en fait, et encore plus avec la crise Covid. On nous disait si jamais vous êtes confinés, c'est parce que vous êtes pas sage. Vous n'avez pas bien fait les choses. Donc du coup, on va vous... J'ai entendu ça. Quand est-ce qu'on disait ça? Emmanuel Macron qui a dit les Français sont trop sortis ou n'ont pas respecté les consignes sanitaires, donc du coup confinement. Ou alors on va faire les choses au fur et à mesure. Donc à chaque fois, c'était de la faute des Français. C'était pas de la faute d'une mauvaise gestion de la crise ou de l'impréparation, où il y avait plein de choses à gérer, et à chaque fois, c'était de la faute de la population. Donc on nous punissait, on disait... du coup, c'est peut-être plutôt de la prévention que de la punition. Je vais donner un exemple très simple. La police française a été utilisée pour dresser plus de 10 000 contraventions. Contrôle, les polices, etc., pour des respects d'attestation. La police espagnole, sur le même temps, a distribué 10 millions de masques. Voilà. Enfin, je crois que d'un côté, on a réellement quelque chose qui lutte contre une crise sanitaire, de l'autre côté, on punit les gens. Ils n'ont pas donné de contravention à la police espagnole et les polices françaises distribuer de masques? La police française n'a pas distribué de masques. Déjà, on n'en avait pas, donc c'était réglé. Même pour la police, ça a été compliqué. Il y a des procédures aujourd'hui qu'attaquent les anciens ministres pour leur irresponsabilité. Et la police espagnole a peut-être distribué des contraventions, ça je ne le sais pas. Mais en tout cas, il y a d'abord eu un premier rôle de prévention et de protéger les gens réellement d'une crise sanitaire. Ce qui n'a pas été le cas en France. On a directement choisi la punition parce que justement, on n'avait pas de masque. Donc la valeur responsabilité. Et on a dit c'est de votre faute du coup. Voilà, c'est à vous de... Donc on inverse les valeurs et du coup, par contre, si on veut vivre libre, il faut être responsable. Parce que du coup, avoir la plus grande liberté possible implique qu'on est responsable de ses actes. Et aujourd'hui, on a une société qui fonctionne qu'avec des gens qui sont responsables mais pas forcément libres, ou un État qui fait ce qu'il veut mais qui n'assume jamais la responsabilité de ses actes. Et à l'inverse, on a des collectivités locales comme les maires qui sont responsables de tout sans avoir la liberté d'action qu'ils voudraient parce que on a vidé par exemple toute leur gestion des ressources et des taxes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas libres de la mainmise de l'impôt, c'est-à-dire qu'ils vivent de subventions ou de redistribution de taxes, mais par contre ils sont responsables de tout, mais ils n'ont pas la liberté de la politique qu'ils voudraient avoir. Donc il faut que les deux, pour que le monde soit cohérent, soient justes. Donc il faut la proportion de liberté et responsabilité. Et à côté de ça, ça ne peut exister que dans un cadre légal, avec une autorité qui est basée sur le respect, et pas une autorité qui est basée sur la force, comme on a pu voir. Le respect, ça se gagne et ça se mérite. Et en général, ça se passe très bien derrière. Il n'y a que les gens qui posent problème qui sont interpellés. Et je pense à la comparaison, par exemple, avec l'Allemagne. Quand des policiers allemands, j'avais des copains qui étaient policiers en Allemagne, ils interviennent quelque part dans un bar ou n'importe quoi, ils descendent à deux, ils interpellent la personne et puis ils partent. Ils ne sont jamais embêtés par personne, en fait. Parce qu'ils ont imposé une autorité par le respect et pas par la force en disant on arrive avec les gros bras et on va tout casser. Je vous renvoie à l'œil pour œil avec Agathe Cagé. On n'avait pas tourné au sujet de la police, on n'avait pas parlé du sujet de la police, mais on avait parlé beaucoup du sujet du respect. Alexandre Langlois, quels sont les thèmes prioritaires sur lesquels vous souhaiteriez construire votre mandat présidentiel si vous étiez élu? Les priorités, il y a beaucoup de priorités. Donc à l'heure actuelle, dans un an, on ne sait pas dans quel état sera le pays. Donc les priorités pourront peut-être changer. Par contre, une vision, voilà. C'est dans quelle sorte ça se fera, mais la vision, oui, il y a une vision. La vision, il y a déjà redonner le pouvoir aux citoyens. Et bien justement, il y a une chose qui sera très simple, et ça, c'est acté, dans le programme en tous les cas, c'est de dire il y a eu une trahison du vote des Français avec le référendum sur l'Europe en 2005. Et qui a été trahi parce que les Français avaient dit non au traité européen, et finalement le Congrès, quelques années après, a dit, donc Congrès, Sénat plus Assemblée nationale réunie, avait dit, non, en fait, ce sera oui. Pas tout à fait. Du coup, on a voté un traité, le traité de Lisbonne. C'est ça, donc, Lisbonne, voilà. C'est pas une constitution européenne comme... Non, mais je dis que c'est un traité européen. Les Français avaient dit non, et finalement, il est revenu par la fenêtre. C'était un référendum qui nécessitait une modification constitutionnelle française pour être adapté. Du coup, si on ne veut pas que la Constitution change avec les gens qui jouent avec les règles du jeu, c'est par exemple, on fait une partie de belote, il y a deux équipes, une partie de belote, 2 contre 2, et il y a une équipe qui dit en cours de route, moi je change les règles du jeu. Non, j'ai compris. Du coup, on change l'article, donc voilà, 89.3 de la Constitution, qui permet justement au Congrès de changer la Constitution, comme il veut. Maintenant, si on veut changer la Constitution, c'est possible que par référendum. C'est-à-dire que les gens qui jouent avec les règles du jeu ne peuvent pas les changer eux-mêmes. Mais est-ce qu'avec la propagande dont on parlait tout à l'heure, on n'est pas capable aussi de manipuler, y compris un référendum?
On peut toujours tout manipuler. Maintenant, c'est de remettre les choses à leur place et d'essayer de remettre tout pour donner une information cohérente. Il y a des gens qui sont suisses qui suivent la campagne qu'on peut faire, qui disent en Suisse qu'on nous demande de voter, on nous donne un fascicule avec les conséquences de chaque position, si on vote oui ou si on vote non. Et les gens qui votent en Suisse nous disent, nous on a l'impression que notre bulletin de vote va changer l'avenir du pays, réellement. Et que si on ne vote pas, c'est vraiment, on trahit notre pays. En France, on est complètement désabusé, on a pu voir le dernier taux d'abstention. Donc c'est aussi redonner de la crédibilité au vote, en disant avec des réelles explications, et qu'on ne soit pas comme à l'heure actuelle sur un débat où on essaye de salir son voisin pour en sortir le plus propre, mais plutôt avoir un réel échange d'idées, puis se dire, même si on n'est pas d'accord, on a donné une argumentation logique, et maintenant c'est aux Français de décider. C'est de remettre... de dire les Français sont capables d'être responsables et de faire des choix comme des grands en fait. Et aujourd'hui, on les a tellement infantilisés qu'on leur met juste des débats politiques qui ne ressemblent à rien. D'ailleurs, quand on regarde tous les débats politiques depuis une trentaine d'années, la qualité du débat d'échange d'idées baisse de plus en plus. Et on arrive à des invectives et des monologues plutôt qu'un débat. Et c'est assez malheureux. Donc c'est de reconstruire ce débat public, redonner cette parole publique et de faire que les gens puissent échanger des idées pour que les gens puissent construire leur opinion. Parce que ce que disait Hannah Arendt sur la liberté de la presse notamment, et quand il n'y a plus de presse libre et que les gens n'arrivent plus à se former leur opinion, c'est à ce moment-là qu'ils sont manipulables. Donc redonner les moyens aux gens de se former leur opinion. Comment est-ce que vous pensez que les autres personnalités politiques déjà en place, Emmanuel Macron, des candidats déclarés à l'élection présidentielle plus installés qui étaient déjà là en 2017 voire en 2012, observent votre candidature? Comment est-ce que vous pensez qu'ils la voient? J'en sais rien, il faudrait leur poser la question directement en fait. J'en ai pas la moindre idée. Voilà, donc faudrait pouvoir les inviter ou leur faire des choses, mais après moi j'en ai pas la moindre idée et puis je ne me permettrai de pas penser à leur place. Et vous pensez qu'ils vont vous laisser du coup agir normalement, parler normalement, ou vous pensez qu'il y a des qu'on va se liguer contre vous? Pas forcément ligué contre moi, mais ligué contre l'émergence de candidats nouveaux ou de propositions alternatives. Parce que quand on regarde la constitution de la Ve République, comment elle a été pensée, elle n'a plus rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui. Quand la constitution avait été pensée au début, chaque candidat avait besoin de 100 signatures. On est repassé à 500. On peut encore y arriver. Par contre, dès que quelqu'un avait 100 signatures, il y avait un budget de l'État qui était mis à la place pour les candidats, pour qu'ils puissent justement développer leurs idées, qu'il y ait une équité entre chaque candidat. Et là, on nous a vendu une équité, mais inverse. En disant, comme il y a des gens qui sont déjà installés, il y a des gens qui sont déjà bien placés dans les sondages, il y a des gens qui sont déjà élus, eux, ils ont le droit à plus de temps de parole, ils peuvent avoir déjà des subventions grâce à leur parti ou parce que de leur fonction, on ne sait pas la distinction entre leur fonction actuelle et leur fonction de candidat. Donc du coup, effectivement, il y a quelque chose qui est biaisé et on n'est pas du tout dans l'équité, on a vendu une équité inverse. Donc la vraie chose, c'est qu'on faudrait qu'on revienne aux fondamentaux où c'était équitable entre les candidats plutôt que quelque chose de détourné où le système dit si vous avez déjà gagné, vous avez encore plus de chances de gagner. Est-ce que vous pensez que d'autres candidatures citoyennes, par exemple celle d'Éric Zemmour, est une candidature sincère et quelqu'un qui porte une sincérité? Une fois de plus, il faut voir avec Éric Zemmour. Moi, je ne vais pas me mettre à la place et lui faire un procès d'intention. S'il veut se présenter, il se présente. Et s'il ne veut pas se présenter, il ne se présente pas. Après, sur la sincérité, c'est aux gens de se faire leur opinion. Je ne serai personne pour dire qu'il est sincère ou pas, en fait. Chacun peut voir la chose par rapport à ce qu'il va faire, ce qu'il va proposer, par rapport aux cohérences de ce qu'il est et ce qu'il a porté. Maintenant, c'est à l'électeur de faire les choses. Et c'est ça qui est dramatique dans cette démocratie où on est rendu. C'est qu'on est en train de faire des procès d'intention aux gens, plutôt que de dire, attendez, on va faire les choses, on va faire un débat, les gens vont pouvoir trancher. Et c'est ça la démocratie, c'est l'électeur qui doit pouvoir choisir au bout, plutôt que de dire, il a dit ça ou il a fait ci, voilà. Pour aller vers la fin de cette interview, je vais vous poser les 2 dernières questions que nous posons à tous nos invités. D'abord, est-ce que vous avez une suggestion pour l'interview politique d'un futur invité? Suggestion, ce serait de faire des débats avec tous ceux qui peuvent se présenter. Après, quelqu'un en particulier, non, j'ai pas d'idée spécifiquement en particulier. Et enfin, que vous inspire la phrase « Trace tes contours », qui est le slogan du média? C'est de dépasser ses contours, parce que tracer ses contours, ce que j'avais déjà dit la dernière fois, ça limite, on a l'impression d'être dans une petite case. Maintenant, c'est de savoir se dépasser et surtout que les contours arrivent à se juxtaposer avec ceux de ses voisins pour qu'on fasse quelque chose tous ensemble et qu'on ne reste pas justement dans sa petite case. Merci Alexandre Langlois. Merci à vous. J'espère que cette interview vous aura plu. C'est la fin, n'hésitez pas à la partager si c'est le cas. Si vous l'avez aimé, à nous le faire savoir dans les commentaires et puis à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. On se retrouve mardi prochain pour une prochaine interview politique. Ciao.
Mais bien sûr, le véganisme du spécisme libéral... Des personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens. Est-ce qu'on est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes ou est-ce qu'on n'y est pas du tout? Aucun média en France ne ment